J'ai toujours plaisir à vous rencontrer parce que vous êtes un homme intelligent et bien élevé. J'ai déjà dit et je répète. J'ai déjà dit et je répète que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt votre cursus alors que vous étiez jeune étudiant et vos efforts pour devenir ce que vous êtes, pour parler comme Nietzsche, un professeur éminent et un homme d'État de qualité. Monsieur le recteur, vous avez parlé de moi avec une gentillesse et une bonté que l'on réserve généralement aux morts. Si je ne connaissais l'affection que vous me portez, j'aurais été tenté de bomber le torse et de tomber dans un narcissisme qui m'a jusqu'alors épargné. Je vais me venger en disant, oh non pas tout le bien, mais une partie du bien que je pense de vous. Vous êtes parmi les cadres sénégalais qui ne se contentent pas de liquider les affaires courantes ou qui se servent au lieu de servir. Vous êtes plutôt de ceux, rares hélas, qui s'évertuent à inventer des voies et des moyens susceptibles d'améliorer les biens et les services de l'État qui leur sont confiés et d'ouvrir les clos, pour parler comme Bergson. Connaissant vos capacités intellectuelles et votre détermination, je suis rassuré, je suis persuadé que vous réussirez avec l'aide de Dieu. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, vice-président de l'Assemblée de l'UCAD, vous avez gagné le prix de l'applaudimétrie. Pendant un moment, en vous écoutant, j'ai cru que vous parliez d'une autre personne que moi. Tellement vous avez su apporter, par un langage d'une rare élégance, par beaucoup d'éloquence, tant de dorure à mes modestes mérites que Dieu a placé sur mon chemin et que je me suis contenté de me baisser pour ramasser. Merci, monsieur le doyen, pour autant de gentillesse et de générosité. Vous formez avec d'autres professeurs et membres du corps administratif de l'UCAD autour de monsieur le recteur un mur de soutien intellectuel et moral qui protège ses efforts et fortifie ses succès. Je voudrais que vous me permettiez de remercier deux personnes, indisciplinées du reste. Ce sont deux de mes collaborateurs qui sont venus de Lausanne pour assister à cette leçon alors que je leur avais dit de ne pas le faire. Il s'agit d'une part de notre compatriote Ousmane Kane, magistrat de son État, premier conseiller du tribunal arbitral du sport, et de M. Shabazz Benham, iranien de nationalité, diplomate de formation, secrétaire permanent de la commission d'éthique. Monsieur le Président du Conseil de la République et des Affaires économiques et sociales, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Madame la ministre, Messieurs les doyens, Monsieur le doyen honoraire, Messieurs les chefs de cour, Madame le Président du Conseil constitutionnel, la liste est longue, je suis obligé de m'arrêter. Il n'y a que de hautes personnalités dans cette salle. Excellences, Mesdames, Messieurs, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants,
L'année dernière, l'université avait demandé à un professeur, l'historien Boubacar Bari, de prononcer la leçon inaugurale. L'année d'avant, c'est un autre professeur, doublé d'un homme d'État, Maître Abdoulaye Wade, qui avait été choisi. L'invité de cet après-midi n'est ni professeur ni homme d'État. Vous savez, le professeur est le serviteur de la science et l'homme d'État l'otage de la prudence. Ce sont des situations contraignantes pour l'un comme pour l'autre. Elles sont toutes deux réductrices, car elles sont filles de la fidélité. La fidélité est obligatoirement réductrice parce qu'elle postule un choix et fatalement, comme dirait André Gide, le rejet de ce que l'on ne choisit pas. Elle limite et canalise. Ici, fidélité que l'on doit au vrai, le professeur, et la fidélité que l'on doit à la vérité, l'homme d'État. En effet, le professeur est un soldat de la raison et l'homme d'État le porte-parole du peuple, donc de l'opinion. Le premier s'évertue à ne pas sortir du chemin de la science. Le second porte le fardeau du souvenir de ses promesses que ses électeurs conservent précieusement dans leur mémoire. L'État a la chance de pouvoir ignorer à la fois la science et l'opinion. L'inviter à prononcer une leçon inaugurale dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole, c'est courir un risque, surtout s'il se trouve que l'invité en question a atteint un âge canonique où, selon certains oulémas, Dieu lui-même est indulgent à son égard. Conséquence, les hommes n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux et les oreilles sur ces erreurs de pensée et d'expression. Mais rassurez-vous, monsieur le recteur, je m'arrangerai pour qu'à la fin de cette leçon, nous ne soyons pas convoqués, vous et moi, à la DIC. Ben, il me faut peut-être parler un peu du sujet que j'ai à traiter. Quand monsieur le recteur m'a demandé de prononcer la leçon inaugurale, je n'ai pas accepté, je dois le confesser. Mais on ne peut rien lui refuser parce qu'il est très habile. Il a parlé tout à l'heure de Mariette Diarra et de Charles Turpin. C'est parce qu'il est passé par mon épouse et mon neveu pour m'obliger à accepter. Mais je ne le regrette pas, croyez-moi. Après que j'ai accepté, il m'a demandé, bon, ben, qu'est-ce que vous allez traiter comme sujet? Vous savez, quand on a exercé certaines fonctions et qu'on a pris un certain âge, on vous met là tout, conférences, colloques, symposiums, etc. Et au bout d'une dizaine ou une vingtaine d'années, vous avez dans votre gibecière des centaines de sujets que vous pouvez sortir comme un prestidigitateur, un lapin, et pour parler en public. Alors je lui ai dit, puisque je suis président de la commission d'éthique du CIO, que j'ai appartenu au comité international de bioéthique de l'UNESCO et que même j'ai travaillé à la commission juridique qui a fait la déclaration internationale sur le génome humain et les droits de l'homme. Alors je lui ai dit l'éthique. Il m'a dit, bon, c'est très bien. Vous savez, j'ai quelquefois envie de passer un certificat de chimie. Je suis sûr qu'il m'aurait admis. Chaque fois que je lui parle, il me dit, c'est très bien. Alors je me suis rendu compte quand même que l'éthique, c'est un sujet extrêmement vaste. Alors je lui ai dit, mais monsieur le recteur, le sujet est très vaste. Il m'a dit, ah oui, vous avez raison. Alors je lui ai dit, j'ai envie de le formuler autrement. J'ai envie de dire l'éthique, virgule, aujourd'hui, point. Il m'a dit, c'est parfait.
Ainsi, le sujet que j'ai à traiter est au centre de la vie de notre pays, de notre continent et du monde entier. L'éthique, virgule, aujourd'hui, point. C'est un sujet essentiel et grave, même si chacun se dépêche d'en parler pour éviter qu'on lui reproche de l'ignorer. Notion inséparable de la condition humaine, elle a acquis une importance exceptionnelle pour l'humanité. Mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales, avec un langage ésotérique, aux accents savants, avec un discours devant servir aux étudiants ou aux assistants à effacer certaines difficultés de leurs examens ou de leurs concours et aux jeunes chercheurs à trouver des voies pour affiner leurs découvertes. Il me faut juste, tout juste, rappeler brièvement la pensée philosophique et essayer de camper la conception et le rôle moderne de l'éthique en y cherchant ce que je crois être bon pour notre nation. 3 idées, me semble-t-il, méritent des commentaires après que j'ai décrit la situation telle qu'elle m'apparaît au bout de ma lorgnette, peut-être un peu déformante. Les 3 idées s'expriment ainsi. 1. Les anciens ont de l'éthique une conception multiforme qui nourrit encore les joutes intellectuelles savoureuses des philosophes. 2. De nos jours, l'éthique est toujours présente avec un nouveau contenu. Malheureusement, ce contenu est davantage ignoré que respecté. 3. L'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car, accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. La société face à l'éthique aujourd'hui. En présentant la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée le 11 octobre 1997 à l'unanimité par acclamation par la Conférence générale de l'UNESCO, le directeur général Federico Mayor annonçait que cette déclaration, de même que l'engagement moral auquel les États avaient souscrit en l'adoptant, était l'amorce d'une prise de conscience mondiale de la nécessité d'une réflexion éthique sur les sciences et les technologies. Le directeur général avait raison. Il faut faire avancer la connaissance en l'encadrant par l'éthique pour que, notamment, la science ne serve pas des idéologies comme l'eugénisme qui a fait tant de mal à l'unité humaine et qu'elle favorise des progrès comme la thérapie génique, le futur recours prodigieux contre certaines graves maladies héréditaires. Mais la réflexion éthique doit aller plus loin. Il faut qu'elle ne se limite plus aux sciences et aux technologies, mais qu'elle s'engage sur les différents compartiments de l'activité des hommes. Il faut aujourd'hui qu'à travers le diagramme de l'éthique soient aussi examinés avec soin non seulement les sciences et les technologies, mais également les pouvoirs étatiques, exécutifs, législatifs et judiciaires, l'éducation, la conduite de l'étudiant, le rôle de l'enseignant, la fonction d'administrateur, les activités économiques, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, la politique en général, le combat pour le pouvoir, la gouvernance, les rapports entre les différents membres de la scène politique, les relations entre gouvernants et gouvernés, et le comportement de ces derniers, la communication, la famille, le voisinage, le sport, la culture, les relations internationales, les rapports entre pays riches et pays pauvres et d'une façon générale, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des activités et du comportement des hommes pris individuellement ou collectivement, mais aussi des États, c'est-à-dire de leurs représentants. Si je préconise ces réflexions générales approfondies et permanentes, c'est parce que pour qui se donne la peine d'observer la société humaine de notre époque, nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique. D'un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. Ce mot étant pris dans le sens large que lui assigne Léo Wolof et aussi Figaro, le célèbre personnage de Beaumarchais,
dans son monologue, rappelez-vous, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Et il ajoute malicieux, du reste, homme assez ordinaire. La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne doit pas durer, ne peut pas durer. Sinon, aveuglés par leurs nouveaux maîtres que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite, c'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouvent